ce soir au Téléjournal. Ça fait longtemps qu'on déplore la détention arbitraire des deux Michael. We have been unable to gain access to the court to witness this trial today. I hope that we can do everything possible to bring Michael home. La discussion de la vaccination, moi, c'est une question de vie ou de mort pour Yuri. Ça va bien aller, mon chéri. Est-ce qu'on vaccinerait éventuellement les enfants? La réponse est oui, particulièrement ceux à plus haut risque. On va étudier l'innocuité et l'efficacité du vaccin chez les enfants. C'est sûr qu'on est dans les souvenirs, toutes les images nous repassent, c'est bien sûr. Là. Vivre en maison d'hébergement, c'est souvent un non-choix. Quand les femmes dénoncent un bris de condition, qu'on les prenne au sérieux et qu'on agisse en fonction de ça, là. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les tensions avec la Chine ont grimpé d'un cran aujourd'hui. Mais cette fois, le Canada a de puissants alliés dans son camp. Alors que le procès expéditif du diplomate canadien Michael Kovrig avait lieu à Pékin, Ottawa, Washington, Londres et Bruxelles ont dénoncé d'une même voix la répression du régime communiste contre le peuple ouïghour. Ils ont aussi imposé des sanctions contre les hauts responsables de ce que plusieurs pays qualifient de génocide. Voyons d'abord le compte-rendu de Laurence Martin. La scène avait des airs de déjà-vu. À peine 3 jours après le procès à huis clos de Michael Spavor, les autorités chinoises ont pris les grands moyens pour que Michael Kovrig soit, lui aussi, jugé loin des regards du monde. Encore une fois, déplore le représentant de l'ambassade canadienne, on n'a eu aucun accès aux procédures. Ce diplomate américain s'est dit également préoccupé par le non-respect des règles de droit. Sa présence, avec une vingtaine d'autres émissaires étrangers, est un appui de taille pour le Canada. Il y a une solidarité, un multilatéralisme qui est très, très encourageant. Piqué au vif par cette démonstration d'unité, le gouvernement de Xi Jinping a tout de suite dénoncé ce qu'il qualifie d'ingérence de la communauté internationale. Mais au même moment, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, les États-Unis et le Canada ouvraient un autre front contre Pékin. On est avec nos alliés à l'international, étant très préoccupés par la situation qui font face à les minorités musulmanes dans l'ouest de la Chine, les Ouïghours. À l'instar de ses alliés, le Canada a décidé d'imposer des sanctions contre 4 fonctionnaires chinois responsables des camps où sont détenus les Ouïghours. Le message qui est très clair pour la Chine, c'est que le monde vous regarde. Le gouvernement fédéral assure que ces représailles n'ont rien à voir avec le procès des deux Michael. Il n'y a pas de lien entre ces deux événements. Ça fait longtemps qu'on déplore la détention arbitraire des deux Michael et qu'on travaille avec nos alliés à travers le monde sur cette question-là. Mais loin des sphères du pouvoir, la femme de Michael Kovrig lance quand même un avertissement. Elle a passé toute la nuit éveillée chez elle à Toronto, impuissante et inquiète. Sans commenter l'enjeu des Ouïghours, elle espère que ces dossiers parallèles seront menés de façon délicate. Bomber le torse devant Pékin, ce n'est pas suffisant, croit-elle. Il faut se montrer habile, stratégique, face à un géant chinois qui n'a pas l'habitude de se laisser bousculer. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa. Il faut dire, Sébastien, que la situation des Ouïghours commence à être assez bien documentée. Il y a toutes sortes d'ONG qui font des rapports, des journalistes. Il y en aurait 1 million qui seraient détenus dans des camps de détention. Oui, en fait, on sait qu'ils sont la cible du gouvernement chinois depuis des années. Le peuple ouïghour, bon, d'abord, c'est un peuple à majorité musulmane qui vit dans cette région de l'Asie, dont le Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, la plus grande région du pays. Ils y sont environ 12 millions, donc la moitié de la population, et certains sont indépendantistes. En fait, c'est ça. Historiquement, il y a une opposition entre le Parti communiste chinois et les Ouïghours. Et en 2009, notamment, des émeutes ont éclaté dans la capitale du Xinjiang qui aurait fait près de 200 morts. Et Pékin s'est servi de cet événement-là pour militariser davantage la région avec des soldats dans les rues, des barrages routiers.
Tout ça, dit Pékin, pour lutter contre le terrorisme. Et quand est-ce qu'on a commencé réellement à parler de camps de rééducation? Dès 2014, on savait que des Ouïghours étaient emprisonnés, par exemple, parce qu'ils avaient des messages en arabe sur leur téléphone. Mais en 2018, Human Rights Watch publie un rapport dans lequel d'ex-détenus racontent les conditions de détention dans ces camps-là, très dures. Ils ont subi de la torture pour éliminer l'islam, disent-ils. Pékin admet l'existence de ces camps-là peu après. Il invite même des journalistes. Or, selon Pékin, ce sont davantage des centres de formation professionnelle pour musulmans, donc plus des écoles que des prisons. C'est ce que Pékin veut nous montrer. Or, on sait que la réalité est tout autre. Oui, en fait, la répression, on sait qu'elle s'accélère, elle devient pire que jamais, en fait. Oui, des images, des témoignages filtrent également au fil du temps. Des femmes racontent qu'elles ont été victimes de viols, de stérilisation même dans ces camps-là, qui, par ailleurs, se construisent à vitesse grand V. Regardez, ça, c'est un des plus grands, 10 000 détenus, qui a gagné quelques kilomètres depuis 2015. Et ceux qui sont libérés de ces camps-là, nous apprend un récent rapport, sont forcés d'aller travailler dans des usines ailleurs au pays, comme quoi le sort des Ouïghours n'est pas prêt de s'améliorer. Oui, pour tenter de les assimiler à la majorité. Oui. Merci beaucoup, Sébastien. Et avec ces nouvelles sanctions contre la Chine et la présence des diplomates étrangers au procès des deux Michael, on sent bien que la communauté internationale se mobilise. Qu'est-ce que cela peut donner? Est-ce la bonne approche face à la Chine? J'en discute maintenant avec Guy Saint-Jacques, l'ancien ambassadeur du Canada en Chine et qui suit tous ces événements de près. Bonsoir, M. Saint-Jacques. Bonsoir, Mme Galipeau. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de lien entre ces sanctions en lien avec les Ouïghours et le procès des deux Michael, mais est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est un message qu'on envoie à la Chine quand même? Bien, je pense qu'il n'y a pas de lien direct, mais probablement que le gouvernement attendait de savoir quand le procès aurait lieu. Et maintenant que le procès des deux Michael est complété, qu'on n'attend plus que le verdict et la sentence, je pense que maintenant, ils ont décidé que le moment était approprié pour annoncer ces sanctions-là. Il faut dire aussi que ça a probablement nécessité beaucoup de consultations avec les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni pour s'entendre. Et puis, moi, c'est ça. Je crois qu'on peut séparer les deux choses. Et qui sont ces personnes qui sont visées par les sanctions? On parle d'interdiction de visa, de gel d'avoir. Oui, bien, ce sont 5 membres importants du Parti communiste chinois, dont 3 ont des responsabilités importantes du côté de la sécurité, entre autres des plans pour construire ce que j'appelle des camps de concentration au Xinjiang. Et donc, ça a été très bien ciblé. On a bien choisi ces gens-là parce qu'ils jouent un rôle important dans toute cette grande opération pour essayer d'annihiler la culture ouïghour et de rééduquer les Ouïghours dans ces camps. Donc, le Canada agit cette fois en concert avec des pays alliés. Est-ce que c'est une meilleure approche pour tenter de faire plier la Chine? Est-ce que c'est mieux pour le Canada d'agir comme ça avec d'autres pays? Bien, je pense que c'est ce que la Chine craignait parce que jusqu'à présent, la Chine avait réussi avec sa stratégie de diviser pour conquérir et en faisant des menaces aux pays qui osaient s'opposer à ses vues. Nous avions d'ailleurs été avisés par le premier ministre, M. Trudeau, il y a quelque temps, qu'il y avait des consultations qui étaient en cours avec des pays amis. Et c'est vraiment un cas où il fallait être en bonne compagnie avant de pouvoir annoncer ces sanctions-là. Je pense qu'on a franchi une étape très importante aujourd'hui parce que là, la Chine va comprendre que maintenant, son impunité est terminée. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait d'autres pays qui annoncent aussi bientôt leurs propres sanctions à l'endroit de la Chine. En même temps, la Chine a tout de suite réagi. Elle a beaucoup durci le ton depuis un certain temps. Il n'accepte plus aucun commentaire négatif. Alors là, on a tout de suite parlé d'ingérence et on a visé des responsables européens tout de suite, immédiatement. Oui, puis je pense que la même chose va arriver. Ils vont choisir, ils vont appliquer des sanctions contre peut-être des députés, contre peut-être des ministres, des hauts fonctionnaires. Mais ceci étant dit, je pense que la Chine aurait dû s'attendre à ce développement-là. C'était, à mon avis, un développement inévitable parce que la Chine a choisi une approche beaucoup trop agressive et confrontationnelle au cours des dernières années. Et peut-être que le président Xi Jinping va le regretter.
Et pour les deux, Michael, en terminant, juste la présence de diplomates étrangers aujourd'hui, là, au procès de Michael Kovrig et la semaine dernière, a beaucoup irrité Pékin. Alors, à quoi on peut s'attendre maintenant? Quels sont les scénarios? Est-ce que leur libération éventuelle, elle est vraiment liée au sort de Meng Wanzhou? Oui, en fait, c'est la condition qui est sine qua non qui a été établie par la Chine pour discuter du retour des deux Michael. Ceci étant dit, je pense que c'était une belle démonstration de solidarité de la part de collègues ou peut-être même d'anciens collègues de M. Kovrig. Chacun peut-être s'est dit ça pourrait être moi qui serais dans cette situation-là. Et donc, en même temps aussi, je ferai un lien avec les sanctions. Ça démontre que la communauté internationale est prête à se mobiliser et à défier la Chine quand la Chine transgresse les normes et les règles sur le plan international. Alors, vous pensez que ça peut changer la situation, cette nouvelle approche? Bien, je pense qu'ils vont rester, ils vont continuer avec une attitude très dure. D'ailleurs, je m'attends à ce qu'on connaisse très bientôt le verdict. Ça va être sûrement un verdict de culpabilité à l'endroit des deux Michael. Puis ensuite, ils vont leur donner une sentence très sévère. Ceci afin de continuer de mettre la pression sur le Canada et sur les États-Unis. Mais encore là, je pense que la solution doit venir de Washington. Il y a quelques possibilités qui s'offrent au ministère de la Justice américain. Il pourrait peut-être maintenir les accusations, mais retirer la demande d'extradition ou essayer de négocier une entente hors cours pour permettre le retour de Mme Meng. Mais sinon, il faut aussi penser que dans le pire des scénarios, malheureusement, nos deux Canadiens vont rester encore très longtemps en prison en Chine. Oui, ça fait déjà plus de 800 jours qu'ils y sont, mais on va espérer pour le mieux. Merci beaucoup, M. Saint-Jacques, toujours éclairant. Merci. Merci. Dans la pharmacie, j'ai une pharmacienne qui connaît mon dossier particulièrement. Ça les rassure parce qu'ils sont habitués à venir nous voir. Sur le front de la COVID, la vaccination en pharmacie a débuté ce matin à Montréal. 350 pharmacies sont mises à contribution. Chacune a reçu 100 doses du vaccin de Moderna. Et toujours à Montréal, la prise de rendez-vous s'est élargie aux 60 ans et plus. La campagne, elle s'accélère aussi en Ontario. Depuis ce matin, 700 pharmacies peuvent administrer le vaccin d'AstraZeneca aux 60 ans et plus. Au total, près de 9% des Canadiens ont été vaccinés jusqu'ici. Mais on est encore loin du moment où les enfants seront vaccinés. En fait, aucun vaccin contre la COVID-19 n'a encore été homologué pour les moins de 16 ans au Canada. Pourtant, atteindre l'immunité collective sans protéger les enfants et les adolescents apparaît difficile. La santé publique devrait-elle autoriser le vaccin pour les plus jeunes, malgré l'absence de données scientifiques? Voyons ce qu'a préparé Frédéric Arnould là-dessus. Yuri a 10 ans. La discussion de la vaccination, c'est une question de vie ou de mort pour Yuri. Comme les enfants de son âge, il adore les jeux vidéo comme les Tortues Ninja, des super-héros qui ont subi une transformation génétique et qui les rend presque invincibles. Yuri, lui, est plus vulnérable. Il est immunosupprimé. 111. Dans sa séquence de son système immunitaire, il y a une variante qui fait que lui, il ne retient pas les vaccins. Toi, tu te rendais où avec une vie? Donc, on se rendait compte qu'au bout de quelques semaines, si on prenait une prise de sang à Yuri, on ne voyait plus l'empreinte des vaccins dans son système. Ainsi, entre sa naissance et ses 4 premières années d'existence, il a eu 3 pneumonies et il attrapait souvent la grippe. C'est ça qu'on injecte à chaque fois. La solution, préparer chaque semaine une injection d'immunoglobulines, des plaquettes sanguines bourrées d'anticorps pour l'aider à combattre les bactéries et les virus, ce qui rafraîchit la mémoire vaccinale de Yuri pour le protéger. C'est genre quelque chose qui va geler ces marques-là pour que quand on pique, je sente moins, je vais un peu sentir, mais je sente moins l'aiguille. C'est quand même intense quand on pense qu'à chaque semaine, on doit piquer son enfant et lui administrer des immunoglobulines. J'ai plein de petites lignes. C'est beaucoup demandé à un parent, mais en même temps, c'est ce qui sauve mon gars à tous les jours. Ça va bien aller, mon chéri. Actuellement, les compagnies pharmaceutiques font des essais cliniques sur les enfants pour la vaccination contre la COVID. Mais cela prendra plusieurs mois. Les 30 secondes.
Moderna a commencé les essais cliniques sur les adolescents de 12 à 17 ans en décembre dernier et pense être capable d'être prêt pour la rentrée scolaire. Mais ce ne sera pas le cas des moins de 12 ans qui devront attendre davantage. On va étudier quelle dose est la plus appropriée chez les enfants et on va aussi étudier en même temps l'innocuité et l'efficacité du vaccin. Ça veut dire qu'on va étudier le tout chez les enfants de 6 mois jusqu'à 12 ans. J'ai fermé mes yeux quand il m'a piqué. Qu'ils soient immunosupprimés comme Yuri ou pas, les enfants idéalement devraient se faire vacciner selon les autorités de santé publique. Si les enfants ne sont pas vaccinés, on n'atteindra jamais le 85 % de personnes protégées parce que même s'ils font une maladie qui est quand même peu sévère, ça demeure quand même un groupe au sein duquel le virus pourrait continuer à circuler et par lequel on pourrait avoir éventuellement de l'émergence de nouveaux virus ou autres qui pourraient aller infecter des gens plus âgés. Et les parents, encore réticents, devront réfléchir aux conséquences. C'est lourd d'être celui qui a apporté la maladie dans la maison, qui fait en sorte que tout le monde doit être isolé, que peut-être quelqu'un sera malade. Pendant ce temps, parce qu'il est immunosupprimé, le quotidien de Yuri n'a pas vraiment changé depuis la pandémie. Maintenant, les gens comprennent plus pourquoi Yuri se lave les mains. Les gens comprennent plus pourquoi, à certains moments, Yuri a porté un masque. Je ressens là, je ressens là, je ressens là, je ressens là. Et c'est bizarre. Mais dans le cas de Yuri, est-ce que la vaccination contre la COVID sera efficace? On ne sait pas s'il va garder le vaccin ou pas, vu qu'il ne garde pas les autres. Est-ce que celui-là, il garderait parce que la façon de faire est différente? On n'en a aucune idée. Il n'y a pas eu d'études là-dessus encore. Mais au moins, dans sa séquence qu'on lui administre à chaque semaine, il y aura des éléments ce qui va faire que Yuri va être protégé. Pour Caroline Quach, les avantages de la vaccination dépassent de toute façon les éventuels inconvénients. Il y a, tant qu'à moi, un plus grand risque de ne pas être vacciné et d'être immunocompromis que d'être vacciné avec moins de données, parce que d'un point de vue théorique, on ne voit pas comment est-ce que le vaccin pourrait donner des effets secondaires plus importants chez les immunocompromis que chez les autres. Ceux qui enlèvent tes tapes, c'est moi. En attendant que les vaccins arrivent pour les enfants, probablement pas avant la fin 2021, le papa de Yuri a très hâte qu'un maximum de Canadiens soient vaccinés. D'avoir le plus de donneurs de plasma possible qui auront été vaccinés, ça, c'est la meilleure nouvelle que j'aurai pour Yuri dans les prochains mois. Pour l'instant, la routine d'immunoglobuline se poursuit donc pour Yuri, dans l'espoir qu'un jour, il devienne aussi invincible que ces infatigables tortues combattantes. Cela dit, malgré la vaccination, la COVID-19 continue de se propager. Pour la première fois cette saison au Canada, la Ligue nationale de hockey a reporté un match, celui qui devait opposer ce soir le Canadien de Montréal aux Oilers d'Edmonton. 2 joueurs du Canadien auraient été en contact avec des cas positifs. De nouvelles éclosions secouent aussi le Bas-Saint-Laurent. La région recense 30 cas de variants, alors qu'il n'y en avait que 2 la semaine dernière. Et la situation, Michel Félix, elle est particulièrement préoccupante dans les écoles. On ne l'avait pas vu venir. Non, vraiment pas. Le gros sujet de discussion au Bas-Saint-Laurent, il y a une semaine à peine, c'était pourquoi la région, à l'instar de la Gaspésie ou de la Côte-Nord, ne passe pas du palier orange au palier jaune. Alors imaginez 5-6 jours plus tard, on se retrouve avec 30 cas de variants probablement britanniques, particulièrement dans l'ouest du territoire, dans la région de Rivière-du-Loup où je me trouve et dans le Kamouraska. Et ça ne pourrait être qu'un début selon la santé publique parce qu'on dénombre actuellement 10 éclosions actives, 4 dans des écoles. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a au moins un cas du variant du coronavirus dans une quinzaine d'écoles. Ce qui fait en sorte qu'il y a très exactement 969 personnes, surtout des élèves, évidemment, qui sont en isolement préventif depuis quelques heures. Toutes les écoles du secteur de la Pocatière et des villages autour, les écoles publiques, sont fermées depuis aujourd'hui. Donc, grande opération dépistage. Ça a commencé ce matin. On attend jusqu'à demain environ 1000 élèves et membres du personnel au centre de dépistage d'urgence qui a été établi à la Pocatière. Aujourd'hui, on n'a pas de cours. C'est sûr que c'est un peu inquiétant. On ne sait pas si on va finir l'année. On s'ennuie du sport, on s'ennuie de nos amis. Ça a été simple. On a reçu des courriers électroniques puis on a dû
interagir assez rapidement. Là. Je pense que les gens ont fait assez attention, donc moi, ça ne me stresse pas, mais elle n'a pas le choix de se faire tester. Mais ça ne me stresse pas pour nous autres. Et vous êtes devant l'hôpital de Rivière-du-Loup, qui est aussi aux prises avec une éclosion de variants. Voilà, le variant a frayé son chemin jusqu'à l'unité de pédiatrie et de soins de courte durée. Un patient et un employé sont touchés. Il y a 50 personnes qui vont subir un test de dépistage. Donc, le variant bien établi dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent, il est maintenant aux portes de la plus grande ville à l'est de Québec, Rimouski, et de la Gaspésie. Alors, plus de détails probablement demain avec la santé publique. Merci beaucoup, Michel Félix. Voilà. Au revoir. We understand the frustration of not just the business owners, but all Albertans. En attendant, la propagation des variants force l'Alberta à ralentir la cadence du déconfinement. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui que sa 3e phase d'allègement est reportée. Cela touche la réouverture des cinémas, des musées et des lieux de culte notamment. Les nouveaux cas et les hospitalisations ont connu une hausse marquée ces derniers jours. Avenir Ottawa et Québec investissent pour brancher 150 000 foyers à Internet haute vitesse. Et plus tard, des accusés en liberté, des victimes prisonnières de la peur. Comment encadrer les conjoints violents en attente d'un procès? Le télétravail en ces temps de pandémie a démontré toute l'importance d'un accès fiable à Internet, ce qui fait encore défaut dans certaines régions. Ottawa et Québec comptent y remédier. 826 millions de dollars seront investis pour brancher près de 150 000 foyers québécois à la haute vitesse. Les premiers ministres Trudeau et Legault en ont fait l'annonce à Trois-Rivières. Un pas de plus vers la réalisation d'une vieille promesse. Hugo Lavallée a plus de détails. En 2021, à quelques kilomètres à peine au nord de Shawinigan, dans la MRC de Mekinac, des centaines de foyers restent privés d'Internet haute vitesse. Un véritable casse-tête pour ceux qui font du télétravail, comme Nathalie Lévesque. Lorsqu'on doit envoyer, par exemple, des fichiers, on le fait la nuit au lieu de le faire durant le jour pour pouvoir continuer à travailler durant le jour. Depuis des années, les élus locaux ont pourtant multiplié les pressions auprès des gouvernements québécois et canadiens. Quand on voyait le nombre de semaines qui passaient, on se disait, mais vont-ils finir par se parler? Québec et Ottawa se sont finalement parlé et ils se sont entendus. Ils investiront à parts égales 826 millions de dollars, de quoi brancher d'ici l'automne 2022 148 000 foyers. On sait
que les petites entreprises en région, les familles en région, les jeunes qui se rétablissent en région, ça va être des contributions économiques immédiates. À partir du moment où c'est un service qui est essentiel, si ça nécessite une contribution des gouvernements, c'est normal qu'il y ait une contribution des gouvernements. À l'heure actuelle, 251 000 foyers demeurent privés d'Internet haute vitesse au Québec. Des contrats ont déjà été signés pour en brancher 67 000, auxquels s'ajoutent les 148 000 annoncés aujourd'hui. Il en restera donc 36 000. Tous les grands fournisseurs ainsi que de plus petits joueurs se partageront le travail, de quoi rassurer les communautés. Les guerres commerciales de tu peux pas te brancher sur mon poteau, puis toi tu peux pas te brancher, puis toi je vais te charger très cher si tu te branches sur mon poteau. Ce genre de guerre-là qu'on a connu énormément dans les dernières années semble être disparu. François Legault assure que l'échéancier sera respecté. Parce qu'il y a des pénalités importantes s'ils ne remplissent pas le contrat à la date prévue. Les 36 000 foyers qu'il restera à brancher sont dispersés et situés en territoire éloigné. Pas question d'y installer de fibre optique. On envisage plutôt une technologie satellite à basse orbite. Les deux premiers ministres, qui en étaient à leur deuxième rencontre en 8 jours, ont promis de collaborer pour trouver une solution. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec. Gérald, c'est nécessairement bon d'investir dans l'Internet haute vitesse aujourd'hui pour l'économie. C'est névralgique pour les villages, pour les petites communautés, pour les régions éloignées. Si vous voulez garder vos jeunes, si vous voulez attirer des familles, si vous voulez attirer des investissements, vous avez besoin d'un réseau Internet qui fonctionne. Pas juste un peu, qui fonctionne pour vrai. La haute vitesse, c'est important sur le plan économique et c'est pas normal qu'en 2021, il y a encore des gens qui n'aient pas accès à la haute vitesse. On prévoit que pour l'ensemble du Canada, on va atteindre l'objectif de 100 % à la haute vitesse dans l'ensemble du pays en 2030 seulement. Alors, 2030? 2030 seulement. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, avec le télétravail, avec l'école à distance, a fait un sondage l'automne dernier auprès des chefs de PME pour leur demander quelles sont leurs préoccupations à l'égard du télétravail. Et les chefs de PME pouvaient répondre plusieurs choses là, dans le sondage. En tête, moins de rencontres de clients, la supervision des lieux de travail, c'est ça qui les préoccupait. Mais en troisième position, le coût des infrastructures de technologie de l'information. Et en quatrième position, l'accès à l'Internet, à de l'Internet fiable et la haute vitesse dans 31 % des cas. Si vous n'avez pas un Internet qui fonctionne, vous ne pouvez pas avoir une politique de télétravail qui se tient. C'est fondamental. Oui. Parlons du port de Montréal, parce que là, les deux parties sont favorables à une reprise des négociations. Reprise des négociations après le rejet massif. Je vous rappelle le pourcentage, 99,7 % des employés ont voté contre l'offre finale, les débardeurs en fin de semaine au port de Montréal. Là, on est d'accord pour reprendre les négociations pour le port de Montréal. C'est un enjeu économique névralgique pour le Québec, pour la métropole. 100 milliards de dollars de marchandises qui passent à chaque année par le port de Montréal. L'activité économique qui s'élève à 2 milliards 600 millions. Beaucoup de camions, de trains et de navires qui passent. C'est important, selon Chantal Rouleau. Le port de Montréal a un impact sur 250 000 travailleurs dans la grande région de Montréal. A un impact sur tout le réseau d'approvisionnement des marchandises conteneurisées dans la région de Montréal pour le Québec. Donc, c'est une discussion extrêmement importante et que nous suivons de très près. Donc, pas de lock-out ou de grève pour l'instant. Ça pourrait venir, cela dit. Il y a déjà des navires qui sont détournés vers Halifax en raison des craintes du côté du port de Montréal. Voilà. On se laisse sur les marchés. Merci, Gérald. Au revoir. En 15 mois, 14 femmes ont été assassinées au Québec par des conjoints ou d'ex-conjoints violents. Il faut que ça cesse. 14 Québécoises tuées en un peu plus d'un an, dont la dernière juste vendredi dernier. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a vivement dénoncé la vague de féminicides au Québec, alors que 2 motions ont été déposées au conseil municipal afin de réclamer des actions contre ce fléau. Il faut dire que malgré les discours, il reste beaucoup à faire, notamment pour encadrer les conjoints violents, libérés en attendant leur procès. Geneviève Garon. C'est grave, puis
Il faut faire quelque chose. 4 ans jour pour jour après le meurtre de sa fille de 18 ans, Éric Boudreau est consterné par les 6 récents féminicides au Québec. C'est sûr qu'on est dans les souvenirs. Daphné Huard-Boudreau avait été harcelée par son ex-conjoint le matin du drame. Les policiers ne l'ont pas arrêté et le jeune homme l'a assassiné quelques heures plus tard. Éric Boudreau a l'impression que le système banalise la situation. On se fait dire par le directeur des poursuites criminelles et pénales que même s'il l'aurait arrêté, ça aurait peut-être pas changé grand-chose parce qu'à sa sortie, il aurait peut-être assassiné. La grande majorité des hommes accusés de violences conjugales sont libres en attendant leur procès. Même dans les cas graves de tentative de meurtre, sur 87 accusés, 29 ont été libérés sous condition entre 2015 et 2020 au Québec. Des femmes se retrouvent à vivre dans la peur et à chercher refuge. Vivre en maison d'hébergement, c'est quelque chose, c'est une expérience, mais c'est pas tout le monde qui a envie nécessairement de vivre là. C'est souvent un non-choix. Les femmes sont en danger, elles vont se réfugier parce qu'elles n'ont pas le choix. Or, des hommes seraient remis en liberté trop rapidement, selon des organismes. On ne peut pas prendre une menace de mort dans un contexte de violence conjugale seulement qu'en traitant la menace de mort, sans voir s'il y a du harcèlement, sans savoir s'il y a eu des agressions sexuelles, sans savoir quel genre de contrôle ce conjoint-là exerçait sur sa conjointe. Donc, je pense que l'évaluation vraiment rigoureuse de chacune des personnes, chacun des conjoints qui est arrêté, c'est vraiment primordial. Si un conjoint violent est libéré sous condition, il faudrait plus de ressources pour le surveiller étroitement, selon un ancien ministre de la Sécurité publique. Ça pourrait être celui, par exemple, d'exiger que la personne qui est accusée et qui est remise en liberté se présente soit à un agent de probation, soit à un officier de police de façon régulière pendant qu'il est mis en liberté, ce qui permettrait évidemment aux policiers ou à l'agent de probation de vérifier l'état d'esprit de la personne. Et au-delà de la coercition, c'est la thérapie qui permettrait de sauver des vies. Ces hommes-là ont absolument besoin d'être pris en charge, soutenus pour faire en sorte de repérer ceux qui pourraient passer à l'acte. Ainsi espérer éviter d'autres tragédies exacerbées par la pandémie. Une Montréalaise repose entre la vie et la mort depuis samedi après avoir été rouée de coups. Son conjoint doit revenir devant le tribunal mardi. Ici Geneviève Garon, Radio-Canada, Montréal. Et puis des centaines de millions d'enfants privés d'eau potable. Après la pause, l'UNICEF sonne l'alarme sur un autre fléau planétaire. À venir, la fermeture des frontières du Nouveau-Brunswick nuit au rayonnement de la musique acadienne. Et plus tard, le phénomène Clubhouse, un croisement entre radio et réseau social, accessible sur invitation seulement.
C'est une autre crise planétaire. Un enfant sur 5 n'a pas accès à assez d'eau potable pour satisfaire ses besoins vitaux. Et la consommation d'eau insalubre tue chaque jour plus de 700 enfants de moins de 5 ans. En cette journée mondiale de l'eau, l'UNICEF publie un rapport coup de poing et appelle l'humanité à s'unir contre la soif. Les précisions d'Olivier Bachand. Pendant qu'on utilise des milliers de litres d'eau potable simplement pour s'amuser, d'autres doivent marcher des kilomètres pour se procurer ce qui est une denrée rare à certains endroits sur la planète. Selon l'UNICEF, près d'1,5 milliard de personnes, dont 450 millions d'enfants, n'ont pas assez d'eau pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Normalement, on a besoin au moins de 5 litres par personne par jour. En plus de ça, on a aussi l'eau pour tous les autres besoins, l'hygiène, le nettoyage domestique, aussi pour les activités génératrices de revenus. La situation est critique dans 80 pays, principalement en Afrique de l'Est et de l'Ouest, en Asie du Sud et au Moyen-Orient. Et les impacts sont nombreux. Le manque d'eau et les sécheresses entraînent la famine, la malnutrition et l'insalubrité. Avec les changements climatiques et l'augmentation de la population mondiale, le problème risque de s'aggraver. La rareté de l'eau pourrait engendrer des conflits. C'est très important que nous pensons d'être en avant de cette crise, d'identifier les zones à risque et d'essayer d'apporter les solutions. On va mettre l'eau dans la gourde. Au Canada, l'immense majorité de la population a accès à l'eau potable, mais ce n'est pas le cas dans certaines réserves autochtones. En ce moment, 58 avis à long terme de faire bouillir l'eau sont en vigueur dans une trentaine de communautés, la majorité en Ontario. C'est inacceptable dans un pays comme le Canada que cela existe. Notre gouvernement a mis les investissements à l'appui. Depuis 2015, Ottawa a injecté près de 4 milliards de dollars pour la construction et l'entretien d'infrastructures, ce qui a permis de mettre fin à une centaine d'avis de faire bouillir l'eau dans les communautés autochtones. Le gouvernement Trudeau avait promis de régler le problème au plus tard en mars 2021, mais ce ne sera pas possible. La grande cause indéniable, c'est l'impact de la COVID sur des échéanciers. Pour toute fin pratique, on a perdu une saison de construction. Le ministre Miller estime que la grande majorité des communautés autochtones privées d'eau potable pourront y avoir accès d'ici l'automne prochain. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal. Oh my God! Guys, we got people down inside King Soopers. Look, there's... Holy Take that back, they're smashing again. Des scènes terrifiantes ce soir dans ce supermarché de Boulder, au Colorado. Un homme a ouvert le feu et tué plusieurs personnes. On rapporte pour l'instant 10 morts, dont le premier policier qui s'est rendu sur place. Au terme d'une confrontation, le tireur a finalement été arrêté. Il aurait subi des blessures importantes. Ça va tuer ce qui nous reste, le peu qui nous reste de l'industrie de la musique. Des artistes francophones coupés de leur public québécois, la fermeture des frontières fait mal à la musique acadienne. C'est après la pause au Téléjournal.
La pandémie a fait doublement mal aux musiciens acadiens. Non seulement leurs spectacles ont été annulés, mais en plus, la fermeture des frontières du Nouveau-Brunswick les coupe du plus gros marché francophone au pays, le Québec. Les artistes acadiens ne pourront d'ailleurs pas profiter de la réouverture des salles de concert en zone orange ce vendredi au Québec. Pour amorcer notre série sur les défis de la pandémie pour les communautés francophones hors Québec, voici ce qu'a préparé Nicolas Steinbach. Retrouvailles hebdomadaires des Salles Barbes. Le groupe ne s'est pas vu en personne depuis l'automne, depuis que le Nouveau-Brunswick a resserré les règles aux frontières. Très dur, très dur. Le groupe s'est retrouvé séparé. Georges Béliveau et Kevin McIntyre au Nouveau-Brunswick, les frères Pinchot et Jean-François Brault au Québec. Et nous autres, on était partis pour faire 70 dates de spectacle dans la dernière année, puis on se le fait rappeler sur notre calendrier Google à chaque fois. Les spectacles ont été annulés, les uns après les autres. Ce qui reste du groupe pour l'instant, c'est cette connexion Internet et les rencontres virtuelles dans un studio vide. On ne s'est jamais dit ça, c'est fini. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde. Moi, en tout cas, si je parle de moi-même, moi, je l'ai déjà pensé. Au Nouveau-Brunswick, environ 1 emploi sur 4 en culture a disparu depuis le début de la pandémie. Donc, ça a été de 100 avoir une bonne été, une bonne année à 0. Des musiciens ont complètement quitté le milieu. Christian Béliveau roulait sa bosse comme guitariste depuis une douzaine d'années dans les Maritimes et ailleurs dans la francophonie. Aujourd'hui, il est agent immobilier. Avant, je me couchais à 4h30, je me lève à 4h30. Les frontières du Nouveau-Brunswick sont maintenant fermées partiellement depuis près d'1 an. Avec la deuxième vague, les restrictions se sont resserrées, obligeant, depuis janvier, les travailleurs non essentiels à s'isoler pendant 14 jours à leur retour dans la province. Ça va tuer ce qui nous reste, le peu qui nous reste de l'industrie de la musique tout de suite. Carole Doucette produit une quinzaine d'artistes acadiens. Elle déplore que la province, responsable d'avoir restreint le droit d'entrée, ne soit pas venue en aide aux artistes. À ma connaissance, il y a eu un projet qui s'appelait NB chez soi, NB at Home, pour faire des spectacles en ligne. C'était un budget de 20 000 $ pour la province au complet. Un fonds de relance de 7 millions de dollars pour le tourisme, le patrimoine et la culture combinés a été annoncé dans le budget du 16 mars. L'aide a été qualifiée de risible par l'Association acadienne des artistes. Dans 10 ans, c'est le plus longtemps que j'ai ever été sans voir les filles. Mais ces restrictions aux frontières ont aussi eu un effet insoupçonné. Oui, je suis ici pour rester. C'est quand on revient qu'on apprécie encore plus. Viviane Roy, un membre du groupe les A-Babies, a quitté Montréal pour revenir s'établir en Acadie, rejoindre les 2 autres membres du groupe. C'est la seule façon qu'on va pouvoir pratiquer, être ensemble, travailler. Elle a terminé sa quarantaine le 15 mars. Mais là, c'est clairement le mouvement de retour aux sources en Acadie. Il ne reste pas tellement d'artistes acadiens dans la grande ville. Salles Barbes a vécu une thérapie de groupe avec, comme résultat, un album totalement fait à distance qui verra le jour l'automne prochain. Salles Barbes a eu une identité depuis le début, live. Là, comment on existe au-delà de cette affaire-là qu'on a connue, nous autres, pendant 2 ans, ben, on est en train de comprendre que ça se peut. Ici Nicolas Steinbach, Radio-Canada, à Moncton. Il y a quelque chose d'intéressant à l'idée de penser que Elon Musk ou Kanye West peuvent se retrouver sur un panel. On peut tous y participer, on peut prendre la parole. Et à venir discuter en direct avec des utilisateurs triés sur le volet. Bienvenue dans l'univers Clubhouse.
Pascal, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça va rester très beau et très doux, hein, demain? Oui, très doux, effectivement, parce que c'était tellement doux aujourd'hui qu'on peut presque dire que c'était chaud. Il a fait 18 degrés sur le sud, 12 On peut à dire que Québec. c'était chaud. Oui, effectivement. Est-ce que c'est un record? La réponse est non. Non, parce qu'en 2012, il a fait plus chaud. On a vu des températures de 20 à 25 pendant plusieurs jours en mars. Alors, c'est évidemment difficile d'élever des records pareils, mais pour Montréal, c'est quand même 13 degrés au-dessus de la normale, ce qui est énorme. Là. Alors que vous voyez, c'est assez homogène partout entre 13 et 18 degrés. Demain, l'histoire se répète un peu. Là, comme c'est très, très sec, donc les températures dégringolent. Il fait simplement 1 degré sur les Laurentides, 8 à Montréal, 1 à Québec, mais demain, ça va remonter assez rapidement. Il y a des nuages un petit peu au nord, donc c'est vraiment sur ces régions que ce sera partiellement nuageux parce qu'au sud, ce sera généralement ensoleillé. Ça a commencé à se gâter pour la fin de la semaine parce qu'on a des perturbations qui vont venir du sud des États-Unis. Une première qui va passer mercredi, une autre jeudi. Elles seront faibles, ces deux-là, mais celle qui va passer vendredi, elle sera forte. Et il y aura pas mal de pluie là-dedans, même de la neige en vue pour une partie de la fin de semaine. Donc, ce n'était qu'un avant-goût, vraiment, de... Bon, pas de printemps, mais disons un petit peu de l'été parce que c'était assez chaud. Alors, pour demain, plutôt un mélange soleil et nuages. On verra donc la première perturbation dont j'ai parlé tantôt passer mercredi, apportant quelques précipitations, mais c'est surtout vendredi que ça va se passer avec un système costaud, avec de la pluie et du vent. Et pour Montréal, vendredi, 5 degrés. Et jeudi, il aura fait 18. Donc, vous voyez un petit peu le scénario, ça sera des sérieux contrastes. Donc, demain, c'est généralement beau sur les provinces de l'Atlantique avec des températures quand même au-dessus des normales. L'Est du Québec aussi, ça reste doux, le soleil qui est presque roi et maître. Cependant, aux îles, c'est un peu plus frais. Sur le centre du Québec, petit matin, autour de quoi? Moins 2, moins 3 degrés. Généralement beau, jusqu'à 13 à Québec, 10 sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un ciel partiellement nuageux. Montréal jusqu'à 17 demain, plutôt beau temps, voire mélange de soleil et nuages en fin de journée. Alors pour Montréal, évidemment, ce sont des températures très élevées. Il n'y aura pas de records toutefois qui vont tomber. Les régions plus au nord, ce sera partiellement nuageux. Il y aura un petit peu de neige sur Côte-Jouac. Sud de l'Ontario, un peu plus nuageux avec 12 degrés, peut-être quelques petites précipitations isolées jusqu'à 17 vers la région d'Ottawa. Au nord, les températures qui demeurent élevées, mais elles seront à la baisse à partir de la journée de mercredi et surtout jeudi. Sur les prairies, là aussi, c'est généralement doux. Cependant, ça va commencer à se rafraîchir sur la région de Regina avec 1 petit degré. Côte du Pacifique, partiellement nuageux. Et au nord, ma foi, c'est plutôt tranquille avec des températures, certes, très froides, surtout sur Iqaluit. Ça ne bouge pas, le moins 33 demain matin. Oui, encore. Aïe, aïe, aïe. Merci, Pascal. Depuis plusieurs mois, on est soit isolé chez nous, soit rivé devant nos écrans. Avoir cet espace dans lequel on peut entrer en communication uniquement avec la voix, ça fait du bien. Et à venir au téléjournal, briser l'isolement grâce à Clubhouse, une nouvelle application qui a le vent dans les voiles.
Le nouveau réseau social de l'heure s'appelle Clubhouse. Pas de photos, de vidéos ni de mots-clics. Cette application permet de participer à des conversations en direct et elle est accessible sur invitation seulement. Nabi Alexandre Chartier. Eux, ils ont commencé un groupe, il y a 372 personnes. Le réseau social Clubhouse est la sensation du moment. Le musicien Jason Bajada a succombé à cette nouvelle application qui vient de débarquer au pays. Clubhouse, c'est comme un amalgame de LinkedIn, je dirais, et le podcast. Fait que tu as comme de l'écoute en direct, en fait, avec des gens, comme si tu écoutais un balado en direct. Car sur Clubhouse, tout passe par la voix. Des conversations auxquelles on peut participer ou seulement être voyeur, ou plutôt auditeur. Et le fait que tout se passe en direct accentue la peur de manquer quelque chose. Je sens la dopamine dans le tapis. J'ai l'impression que oui, c'est très positif, l'arrivée de Clubhouse, mais je sens qu'on m'a injecté une drogue dans les veines. Dans ces salons virtuels, les utilisateurs discutent avec des gens qui vivent au coin de leur rue ou à l'autre bout du monde. Depuis plusieurs mois, on est soit isolés chez nous, soit rivés devant nos écrans. Avoir cet espace dans lequel on peut entrer en communication uniquement avec la voix, ça fait du bien, tout simplement. À la manière d'un club select, l'accès à Clubhouse se fait pour le moment seulement sur invitation et uniquement au moyen d'un iPhone. Je pense que créer la rareté, c'est une stratégie de marketing qui n'est pas originale, mais qui est très efficace. Et on le voit avec Clubhouse. La croissance de l'application est impressionnante. Salut Chloé! Bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'accueillir. Le fait que ça fonctionne uniquement par invitation. Tous les utilisateurs deviennent un peu des agents commerciaux de Clubhouse. Quand on invite quelqu'un, on fait la promotion du réseau. Et le bouche à oreille numérique porte ses fruits, alimenté par la présence de vedettes. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant à l'idée de penser que Elon Musk ou Kanye West ou MC Hammer peut se retrouver sur un panel, on peut tous y participer, on peut prendre la parole. Ces échanges de vive voix créent une proximité immédiate qui incite à plus de civilité que sur les autres réseaux sociaux. On est plus dans la conversation, ça se rapproche un peu plus des interactions humaines normales qu'on a, donc ça ramène un peu de civisme. Lancée il y a à peine un an, uniquement aux États-Unis, l'application est déjà valorisée à près d'1 milliard de dollars. Mais elle s'attire des critiques en ce qui a trait à la sécurité et à la protection des données personnelles des utilisateurs. Quoi qu'il en soit, Clubhouse se lance maintenant à la conquête du monde avec les moyens d'attirer l'attention pour qu'on tende l'oreille. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. C'est ainsi que se termine le téléjournal de Radio-Canada. Merci beaucoup d'avoir été là. Dans un instant, à Radio-Canada Télé, c'est Sport Express avec Guy Daou. À RDI, c'est le National avec Carla Oliveira. Bonsoir. À demain.